Simplement, là, il y a une situation qui est très claire, c'est que tout va dans le sens d'une élection de Mme Le Pen. Quand on regarde l'évolution politique d'élection en élection, s'il n'y a pas un changement, le président lui-même, d'ailleurs, le soir de l'élection, dit la continuité n'est pas une stratégie. Si on continue comme ça, Mme Le Pen est élue. Donc, est-ce qu'on va être capable de créer un sursaut pour empêcher que les populistes et que les extrémistes puissent l'emporter? C'est ça la grande question, hein. Alors, personnellement, je trouve qu'avec le recul, on a fait une erreur incroyable. Laquelle? Celle d'élire un président de 44 ans à 58% et de l'empêcher de se présenter. De se représenter pour un troisième mandat. Parce qu'on disait, et moi je faisais partie de ceux qui disaient « Ah, mais un président qui ne se représente pas, il est libre. » Mais pour agir, il faut être un chef de guerre. Or, aujourd'hui, les députés, les élus, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher un chef de guerre. Or, Macron, un homme politique sans élection, c'est comme un étudiant sans examen. Ça n'a pas de ligne d'arrivée. C'est une pathologie. Et on est en train d'affaiblir le président. Alors que changer le président, la Constitution? Je pense qu'il faut revenir sur cette idée-là. C'est une idée... Changer la Constitution. Je pense qu'il faut revenir sur cette idée où on empêche le président de se représenter. Bonjour à tous, bienvenue dans Face au territoire, sur ce plateau ici à TV5 Monde avec nos partenaires de Ouest France, de Nice Matin, de France Antilles, de 20 minutes de Centre France, La Montagne, qui nous accompagneront toute cette émission. Vous pouvez d'ailleurs regarder cette émission sur Internet, sur leurs sites respectifs. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour à tous. Vous êtes ancien Premier ministre, bien sûr, nul ne l'ignore, et vous êtes également président de Leader pour la paix. On en parlera dans cette émission, une association que vous présidez maintenant depuis quelques années, depuis que vous avez quitté la vie politique très active. Mais vous êtes encore dans la vie politique, on en parlera et on y reviendra avec nos éditorialistes dans un instant. La question énergétique, Jean-Pierre Raffarin, est absolument au centre de toutes nos vies. Le chèque carburant annoncé par la Première ministre Elisabeth Borne aux personnes, aux travailleurs modestes qui se déplacent en voiture et en moto d'ailleurs, j'ai vu également. C'est 10 millions de Français qui sont concernés, ça coûte très cher, près d'1 milliard d'euros. Est-ce vraiment efficace ? Est-ce que 2 pleins par an, au fond, ça peut vouloir dire quelque chose pour les Français? Et en tant que Premier ministre, si vous l'étiez, est-ce que vous auriez fait ce chèque? Je l'aurais fait, mais sur une base beaucoup plus ciblée. Au fond, 10 millions, ce n'est pas une action ciblée. Ce qui est très important dans une période de crise. Les gens oublient un peu qu'on est quand même dans une période de crise. On est une économie de guerre, on a des tensions internationales très très fortes. On a eu la Covid qui nous a paralysés. On a des circonstances qui sont extrêmement difficiles. Gouverner dans cette période-là, c'est quand même quelque chose de très difficile parce que rien n'est prévisible. Et donc, je pense qu'il faut penser à la cohésion sociale, à ceux qui sont le plus exposés. Mais on ne peut pas faire des soutiens à 10 millions de personnes. Il faut ou soutenir la ruralité parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont obligés de prendre leur voiture. Il faut trouver... Trop large. C'est trop large. Il faut la vérité des prix, je pense, et puis il faut de la justice sociale, mais sur les cibles vraiment qui sont fragiles. Je disais que la question énergétique est au centre de nos vies. Les coupures d'électricité annoncées par Enedis ont beaucoup choqué les Français. Un sondage ce matin indique que 59% contre 41% des Français sont inquiets dans cette affaire. Est-ce que vous auriez viré, vous, le porte-parole d'Enedis? Non, parce que là, il faut quand même mesurer que nous sommes en guerre, que cette guerre en Ukraine, nous ne savons pas quand elle va se terminer. Mais le président Macron a voulu calmer le jeu et a voulu rassurer les gens en disant qu'il n'y aura pas de coupure. Mais il essaie de faire face aux difficultés. Le seul problème, c'est que nous sommes dans un monde extrêmement dangereux et on ne voit pas la sortie de crise, puisqu'au fond, Poutine veut discuter avec les États-Unis disent c'est à l'Ukraine de décider. Donc on voit mais Kennedy annonce ça. Est-ce que c'est une erreur de communication? Vous avez été un spécialiste de la communication. Non, je pense que, si vous voulez, il faut pas ramener ça à des problèmes franco-français. Nous sommes dans une situation d'incertitude et il faut qu'on se prépare aux difficultés. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer longtemps. Et on peut avoir des difficultés. Chez nous, c'est l'énergie. En Afrique, c'est l'alimentation. On risque d'avoir des crises graves. Nous sommes dans une situation extrêmement sérieuse. Est-ce que par rapport à l'époque où vous étiez en charge des affaires, vous étiez Premier ministre, chef du gouvernement, au fond, c'est pas l'absence de visibilité absolue sur tout qui pèse sur les gens? Oui, il n'y a pas de bonne perspective nulle part. Le monde est gouverné par une tension entre la Chine et les États-Unis. Le numéro 1 qui n'accepte pas la montée du numéro 2,
et le numéro 2 qui se verrait bien à la place du numéro 1. Et ça gouverne actuellement le monde. On a une guerre en Europe. Je rencontrais récemment le pape qui parlait de guerre qui est mondiale. Hein. Donc on est dans une guerre, parce que naturellement on dit on n'est pas en guerre, mais on fournit des armes. Donc on voit bien que tout ceci peut très mal tourner. Donc il faut bien remettre nos coupures de courant dans le contexte et donc de se préparer au plus difficile. Et je pense que le gouvernement a raison quand il alerte un peu sur les risques que nous avons de devoir faire des efforts parce que nous sommes dans une crise dont on ne voit pas l'issue. Le pape, vous en avez parlé il y a un instant, vous l'avez rencontré il y a quelques jours, on y reviendra dans cette émission et vous l'avez d'ailleurs trouvé en forme, vous m'avez dit. En forme. Stéphane Vernet, rédacteur en chef délégué de Ouest France, est avec nous dans un instant sur ce plateau. Voilà, bonjour Stéphane Vernet, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la rédaction de Paris 2 Ouest France. Dans un instant, nous en venons à vous. Tout de suite, François-Xavier Lefranc, qui est le rédacteur en chef et le directeur des rédactions du groupe Ouest France, a une question à poser à Jean-Pierre Raffarin. Il est à Rennes. On l'écoute. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. On connaît donc maintenant le nom des 2 finalistes de la course pour la présidence des Républicains. Les Républicains, un parti qui est issu d'une famille politique qui a longtemps été celle au sein de laquelle vous avez évolué et occupé de très nombreuses responsabilités. On se dit donc que vous ne devez pas être insensible à ce qui s'y passe encore aujourd'hui. Alors ça vous inspire quoi, ce duel entre Bruno Retailleau d'un côté et Éric Ciotti de l'autre? Qu'est-ce que ça vous dit de l'avenir de cette famille politique qui a été la vôtre? Je pense que cette famille politique est en très grande difficulté. Moi, je l'ai quittée quand elle a refusé, dans l'élection présidentielle, pas la précédente, mais celle d'avant, de faire un choix entre Le Pen et Macron. Et donc, j'ai trouvé ça inacceptable. Ce n'était pas le message ni de Giscard, ni de Chirac. Donc, j'ai quitté cette famille. Ce match-là, ça ne me paraît pas être le match de l'avenir. C'est un match qui est un match d'appareil. Le vrai match, il a toujours été le même. C'est le match des orléanistes, des UDF et des bonapartistes, des RPR. Édouard Philippe, la droite. Laurent Wauquiez. Bon, c'est Laurent Wauquiez pour les bonapartistes et c'est Édouard Philippe pour les orléanistes. Donc, tout ce qui s'anime aujourd'hui sur l'appareil, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais enfin, c'est pas la première division. Bon, on est en période de Coupe du Monde, vous venez de parler de match. On peut vous demander un pronostic? Retailleau, Ciotti, Retailleau, qui va gagner pour vous? Bon, écoutez, tel que les choses se présentent, à mon avis, Ciotti a fait un premier tour qui doit le placer facilement en tête, d'autant plus que le troisième n'a pas pris position. Donc, a priori, la dynamique des scores du premier tour est en faveur de Ciotti. Mais je vous dis, ce qui me paraît très important, c'est de voir aujourd'hui comment se prépare Wauquiez, comment se prépare Philippe et comment va s'organiser ce match qui est un match de compétition un peu fraternelle entre bonapartistes et orléanistes, mais qui fait que pour gagner, il faut s'entendre. Et donc c'est là où on va voir comment les choses se passent. Parce que quand les orléanistes et les bonapartistes s'entendent, il y a quand la droite est rassemblée, la droite républicaine, elle peut gagner. Si elle se divise, elle perd. Alors, je suis votre raisonnement. Si c'est Éric Ciotti qui gagne, donc le clan des bonapartistes, et qui a mésentente ou pas d'entente, notamment avec le centre, quel impact ça peut avoir sur la droite dans ce pays? Est-ce qu'on va observer une déchirure au sein des Républicains ou pas du tout? Est-ce qu'il peut y avoir un glissement du côté du centre, par exemple, un retour vers la Macronie et un repositionnement, une recomposition du paysage politique qu'on attend depuis 2017? Regardons les choses simplement. Vers la Macronie sans Macron, puisqu'il ne peut pas être élu. Oui, simplement. Là, il y a une situation qui est très claire, c'est que tout va dans le sens d'une élection de Mme Le Pen. Quand on regarde l'évolution politique d'élection en élection, s'il n'y a pas un changement, le président lui-même, d'ailleurs, le soir de l'élection, dit la continuité n'est pas une stratégie. Si on continue comme ça, Mme Le Pen est élue. Donc, est-ce qu'on va être capable de créer un sursaut pour empêcher que les populistes et que les extrémistes puissent l'emporter? C'est ça la grande question. Hein. Alors, personnellement, je trouve qu'avec le recul, on a fait une erreur incroyable. Laquelle? Celle d'élire un président de 44 ans à 58% et de l'empêcher de se présenter. De se représenter pour un troisième mandat. Parce qu'on disait, et moi je faisais partie de ceux qui disaient « Ah, mais un président qui ne se représente pas, il est libre. » Mais pour agir, il faut être un chef de guerre. Or, aujourd'hui, les députés, les élus, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher un chef de guerre. Or, Macron, un homme politique sans élection, c'est comme un étudiant sans examen. Ça n'a pas de ligne d'arrivée. C'est une pathologie. Et on est en train d'affaiblir le président. Alors que changer la Constitution? Je pense qu'il faut revenir sur cette idée-là. C'est une idée... Changer la Constitution. Je pense qu'il faut revenir sur cette idée où on empêche le président de se représenter. Il ne peut pas le faire. Il peut pas le faire maintenant. C'est impossible. Ce sera interprété comme une manœuvre, ça passerait pas. Mais si vous voulez, c'est quand même quelque chose... Moi, je l'ai vécu
quand, autour de 2004-2005, on a vu dans le quinquennat de l'époque, Jacques Chirac, peu crédible comme candidat à nouveau, tout le monde pensait qu'il arrêterait, et à ce moment-là, l'émergence de Sarkozy. Et donc, la deuxième partie du quinquennat, on avait une personnalité dominante qui n'était pas Jacques toujours Chirac le président. était plus diminué, Jean-Pierre Raffarin. Il était plus diminué. Physiquement, je parle. Oui, mais comme il n'était pas candidat, tous les regards allaient vers le candidat. Et c'est à ce moment-là, c'est, comme disent les Anglais, c'est le coming man qui attire un peu tous les regards. Et donc là, il va y en avoir plusieurs. Et tout ça fragilise le président qui ne va plus apparaître dans son propre camp comme un chef de guerre pour conduire les députés à la victoire. Une dernière question sur 2027 et le président de la République. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que la Macronie s'effondrera? Elle ne peut pas tenir sans Macron. S'il ne peut pas se représenter, c'est fini, il y aura forcément une alternance. C'est très compliqué parce que je pense qu'en effet, les courants droite-gauche ne sont pas forcément disparus. Et donc, on risque de les retrouver. On peut avoir un retour aux fondamentaux. On peut avoir un retour aux fondamentaux. Et notamment parce que je crains que la situation devienne très complexe entre un candidat bonapartiste, un candidat orléaniste macroniste, un candidat macroniste qui serait plutôt de gauche. Donc ça donne une grande dispersion. Et donc et là, c'est à coup sûr le. Je dis à tous mes amis, qu'ils soient bonapartistes ou orléanistes, pensez bien que la question, c'est de faire en sorte que la France échappe à l'extrémisme. Très bien. Jean-Pierre Raffarin, dessinateur, collaborateur de Ouest France, Chonu, a une question à vous poser. C'est un peu la tradition de cette émission. Sous forme de dessin, vous allez voir Jean-Pierre Raffarin. Il pense que l'on marche sur la tête, Chonu. Regardez. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Vous qui êtes un fan absolu de Johnny Hallyday, en cette semaine où nous célébrons les 50 de sa disparition, eh bien les Français s'apprêtent à chanter ses tubes comme Noir c'est noir ou Allumer le feu. Bah oui, car on nous annonce des coupures de courant pour cet hiver. Alors, de Tirana en Albanie, tout un programme, le président Macron s'est voulu rassurant. Bon, mais je n'oublie pas que vous avez été le Premier ministre d'un pays qui se vantait d'être le Qatar de l'électricité grâce à la politique nucléaire du général de Gaulle, qui fut d'ailleurs reconduite par les présidents successifs jusqu'à un certain François Hollande. Après la catastrophe de Fukushima, sous la pression de l'Allemagne et des écologistes, eh bien la France va renoncer petit à petit à son industrie nucléaire. Et aujourd'hui, eh bien on va importer de l'électricité à l'Allemagne, produite par des centrales à charbon, et peut-être qu'un jour on va se fournir en gaz de schiste américain, ce qui est une hérésie. Bah oui, car on doit impérativement décarboner la planète. Alors la question que je la pose à l'homme de la France d'en bas, au bon sens Poitevin. Comment se fait-il que des hommes si intelligents, qui ont fait de longues études, aient pu prendre des décisions qui font qu'aujourd'hui, on marche sur la tête? Écoutez, je trouve que votre plaidoirie est parfaite. Et puisque vous avez pensé à Johnny, je voudrais dire il faut chasser le noir, c'est noir, et préférer qu'on me donne l'envie d'avoir envie de vivre, de s'occuper de demain et de rester vivant, disait Johnny. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, on constate que deux forces, vous l'avez dit d'ailleurs, deux forces nous ont conduit à nous éloigner du nucléaire, les Allemands et les écologistes. Les Allemands ont une stratégie qui a pesé très lourd et je pense que ça a pesé très lourd dans le choix de M. Hollande. Il y avait les écologistes, disons, influence intérieure, il y avait les Allemands, influence extérieure. Et ça, on l'a fait, je pense, dans un moment où l'idée dominante était quand même que le nucléaire présentait des risques majeurs. Aujourd'hui, on voit que c'est non seulement la compétence française qu'il faut sauver, mais que c'est la stratégie qu'il nous faut pour l'avenir. Stéphane Vernet, dernière question. J'ai droit à une dernière question. Je vais passer de Johnny au pape. Vous évoquiez votre rencontre avec lui la semaine dernière. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passe avec Leaders for Peace? Est-ce que ce type de démarche permet de mener une diplomatie soft? Et est-ce qu'elle peut avoir des résultats? Et par exemple, sur la question ukrainienne, est-ce que vous pouvez intervenir? Très difficile sur la question ukrainienne, puisque là, nous sommes dans une situation mondiale où même le Conseil de sécurité de l'Europe, mais par exemple sur les questions du Congo, nous sommes directement, où il y a 6 millions de morts quand même, nous sommes directement acteurs avec le prix Nobel, M. Mukwege, avec le pape, et nous avons là une action très opérationnelle. Du Congo, dont vous avez parlé avec le pape. Que vous avez trouvé en forme, le pape. Que j'ai trouvé très en forme et j'ai trouvé très, très engagé. On dit toujours, vous savez, éthique de responsabilité, éthique de conviction. Le pape, il est à la fois chef d'État et pasteur. Là, je l'ai trouvé
trouvé très pasteur et je l'ai trouvé très engagé pour la paix, très engagé contre la guerre, contre l'armement, accusant les États développés de fournir les armes de la mort et de faire du business avec les armes de la mort à un niveau jamais fait dans le monde. Et le cri d'alarme du pape est quand même quelque chose qui compte dans le monde. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, est notre invité ce matin dans Face au territoire. Nous poursuivons avec lui, mais la une de Ouest France, Stéphane Vernet. Covid, ces 3 années qui ont changé nos vies, une grande enquête. Et je vous recommande aussi, on a une interview exclusive avec nos partenaires allemands du groupe Funke, du chancelier allemand Olaf Scholz. Ah, ça c'est très important. Il parle beaucoup d'Ukraine, évidemment, et de Russie. Voilà, et c'est très important qu'on suive bien la relation franco-allemande. Parce qu'il y a un risque, le peuple ukrainien est la première victime de cette guerre, il ne faudrait pas que le couple franco-allemand soit la deuxième victime. Car à ce moment-là, l'Europe risquerait de sortir de l'histoire. Merci Stéphane Vernet, vous dirigez la rédaction de Ouest France à Paris. À très vite dans cette émission. Dans un instant, Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes sur ce plateau. Bonjour Armelle Le Goff, merci d'être avec nous ce matin. Dans un instant, nous co-interviewerons Jean-Pierre Raffarin, notre invité ce matin. Mais tout de suite, nous partons pour les Antilles. Nous partons pour Fort-de-France, où Cyril Boutier, qui est le directeur éditorial de France Antilles, c'est notre partenaire dans cette émission, a une question à vous poser sur l'influence de la Chine dans la zone, dans les Caraïbes. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Vous avez évoqué les relations entre la France et la Chine. Ici, dans nos territoires, aux Antilles et en Guyane, nous voyons petit à petit apparaître l'influence de la Chine chez nos voisins, dans les îles indépendantes de la Caraïbe, comme à Sainte-Lucie, où la Chine, pour étendre son influence, finance un certain nombre d'infrastructures. Est-ce que selon vous, c'est une politique dont la France et dont la présence de la France dans les zones Caraïbes, mais aussi dans l'océan Indien, doit souffrir ? C'est une politique que développe la Chine qui, notamment, est particulièrement présente en Afrique, mais aussi, en effet, dans l'océan Indien et dans le Pacifique et dans les Caraïbes. Je voudrais vraiment vous dire là que nous pensons, dans la diplomatie française, que c'est un des sujets sur lesquels on pourrait essayer d'avoir avec la Chine un accord tripartite, que ce soit avec tout ce qui peut se passer la Caraïbe, autour de la Caraïbe et dans les îles, avec la Chine et avec l'Europe. Nous pensons que nous n'avons plus, nous, Européens, les moyens financiers de participer au développement d'un certain nombre de territoires qui sont en situation de grande fragilité. Quand on regarde les moyens qu'on peut mettre au service de l'Afrique, par exemple, on voit qu'on n'est pas à la hauteur de la dimension. Avec tous les problèmes de migration qui sont suspendus à cette question-là, c'est très difficile. Donc nous pensons qu'il pourrait y avoir des discussions Europe, Afrique, Océanie et Caraïbes, et la Chine, de manière à ce qu'il y ait un plan multilatéral de développement qui soutienne ces activités. Avec les Chinois qui sont particulièrement intéressés par la Guyane, d'ailleurs. Oui, oui. Et au fond, comme il y a des très grandes entreprises, ils ont une implantation qui est en train de devenir une implantation mondiale. Alors, c'est pas coordonné. Ils commencent à être en concurrence avec eux, donc c'est pas toujours facile à maîtriser, mais il faut être extrêmement vigilant. Et là, il faut bâtir des discussions, des négociations pour maîtriser ce processus. Justement, vous voulez parler de la Chine. Vous avez été nommé représentant spécial du ministère des Affaires étrangères en Chine. La médaille d'or de l'Ordre chinois de l'amitié vous a été remise en 2019. En quoi cette proximité avec la Chine bénéficie-t-elle à la France ? Eh bien, je travaille et j'ai travaillé surtout, puisque depuis 3 ans, tout ceci est très remis en cause par le Covid et par les orientations de la Chine. Nous avons travaillé pour que nos entreprises soient très présentes. Vous savez, on a des entreprises comme L'Oréal, comme Schneider, comme Michelin, comme Sanofi, comme Seb, qui sont très, très implantées en Chine. Et pour qu'une entreprise française soit mondiale, elle doit être sur le marché chinois et sur le marché américain. Vous savez, le marché chinois, il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup... Par exemple, ils sont très en avance sur nous, sur l'e-commerce. À ce sujet, là, les expatriés français en Chine se plaignent beaucoup de la politique anti-Covid, dont se plaignent aussi actuellement les Chinois. Oui. Comment ça se passe justement avec les entreprises françaises sur le marché chinois du fait de cette politique anti-Covid qui est très dure et très dure à vivre ? Les résultats des entreprises françaises sur l'année 2022 seront très bons sur l'Asie. La situation du Covid est, elle, très difficile. Elle est très difficile pour nos compatriotes.
en général, si vous voulez, nos compatriotes, ils étaient assez heureux en Chine. On avait du mal d'ailleurs à les faire revenir. Ceux qui étaient par exemple partis pour EDF, ils ne voulaient plus revenir. Et puis là, ils ont voulu, avec le Covid, ils ont voulu revenir et pour un grand nombre d'entre eux, ils ne veulent plus repartir. Donc il y a eu vraiment quelque chose qui était très difficile à vivre avec ce Covid, ce qui explique les mécontentements. Et je pense qu'il y a une vraie question qui est aujourd'hui posée. Parce qu'en fait, il y avait une sorte de consensus social en Chine. Tu fais pas de politique et tu es libre. Tu fais du business, tu t'enrichis, tu vis ta vie, mais si tu fais de la politique, c'est le parti, il n'y a que le parti, et c'est la seule règle. Et donc beaucoup de jeunes en ont profité pour vivre librement. Mais en Chine, comme en France d'ailleurs, la politique est revenue avec le Covid. Parce que c'est de la politique que de définir un confinement, c'est de la politique que d'imposer le masque, c'est de la politique de choisir le vaccin ou pas le vaccin. On voit un réveil de la population chinoise qui aujourd'hui manifeste contre le gouvernement et contre sa politique anti-Covid ou contre le gouvernement seulement. Comment vous analysez la situation ? C'est, je pense, ce pacte, ce contrat social qui est peut-être en cause, il faudra le voir, parce que c'est un pays d'1,4 milliard, donc il faut se méfier de tout ce qu'on peut voir, la profondeur est immense. Mais on voit bien que la politique du Covid a mis au fond, les Chinois dans l'obligation de faire de la politique. Parce que le Covid, c'est de la politique. Le confinement, c'est de la politique. Et donc, je pense que ça, c'est quand même très important. Mais est-ce que c'est pas le fait qu'ils soient le premier importateur au monde de pétrole aussi qui les oblige à faire de la politique? Parce que non, mais ça, c'est quand on voit la crise énergétique qu'il y a dans le monde entier, on se dit, voilà, les Chinois, ils doivent peser là-dessus. Non, c'est vrai que c'est de la politique, mais c'est pour l'État, pour le peuple. Le peuple, il ne faisait pas de politique, c'est le parti qui fait la politique. Et s'il voulait être libre, il ne faisait pas de politique. Là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils sont mécontents parce qu'il y a l'approvisionnement alimentaire qui ne se fait pas, parce qu'il y a du confinement, parce qu'il y a des masques, parce que les vaccins ne sont pas comme ils sont, comme il faudrait qu'ils soient. Et donc, il y a un mécontentement qui est très fort. Et ce mécontentement touche le contrat social. Parce qu'en fait, tu étais libre, mais tu ne devais pas être mécontent. Maintenant, tu es mécontent, donc est-ce que tu vas rester libre ? Tu n'es toujours pas libre. Et là, c'était... Mais non, mais il y avait évidemment une grande liberté, et c'est pour ça qu'il va y avoir des difficultés, parce que chez les jeunes qui ne faisaient pas de politique, et qui avaient été qui sont diplômés, tout ça... Une liberté économique, en fait. Ils étaient une liberté économique, mais c'était... Est-ce que ça suffit ? C'est ce qui faisait vivre Shanghai. Mais c'était le deal. Okay. Ça ne nous suffirait pas à nous, mais c'est quand même ça qui a fait le développement de la Chine. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui que Xi Jinping est en danger, par exemple ? Ça, je ne peux pas vous le dire. C'est d'une complexité immense. Alors, le pouvoir communiste chinois, ça m'a mis sur la politique et le pouvoir. Je pense que l'organisation du Parti communiste, il y a 90 millions de personnes qui sont membres du Parti communiste. Donc c'est d'une puissance... Il y a plus de membres du Parti communiste qu'il y a de Français. Vous voyez, donc vous imaginez, le Parti communiste est en soi un pays plus important que la France. Donc c'est très difficile de savoir quels sont les rapports de force, puisqu'en plus tout ça n'est pas transparent. Donc ce qu'on sait, c'est que dans les régimes autoritaires, le pouvoir a des moyens considérables pour imposer sa règle. Donc il faut être très très prudent quand on pense à des fragilités, comme on peut connaître dans des démocraties. Les régimes autoritaires ont des moyens de faire respecter leurs règles. Vous avez vu cette scène incroyable au dernier congrès du Parti communiste chinois où le président Hu Jintao, l'ancien président Hu Jintao, est obligé de quitter la salle devant un Xi Jinping impassible. Vous avez eu une explication à ce qui s'est passé là ? Est-ce que c'est des conflits internes au parti, entre les anciens, les nouveaux ? Je ne sais pas. On voit qu'il est quand même assez âgé, qu'il n'est pas très à l'aise. Donc le discours officiel, c'est le problème de santé. Il est clair qu'il y avait dans l'équipe précédente des gens qui étaient proches de Hu Jintao, que dans la nouvelle équipe, ils ont été écartés. Donc peut-être que ça peut être une situation qui peut expliquer. C'était très étonnant. Oui, c'était très étonnant. Mais si vous voulez, puis c'était vraiment tellement public. Devant tout le monde. Donc est-ce que ça a été fait exprès ? Est-ce que ça a été fait une erreur ? La presse est arrivée trop tôt par rapport à l'horaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a été très, très impressionnant. Mais je pense vraiment, revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il y a une montée de la politique et dans le système chinois, au fond, il ne faut pas faire de politique si on veut avoir une certaine liberté économique. Sur le plan diplomatique, par rapport à l'Ukraine, la Chine ne prend pas véritablement position. On parle de neutralité bienveillante. Est-ce que c'est pas combien de temps est-ce que la Chine va pouvoir tenir dans cette position qui, sur l'échiquier international, la met quand même dans une situation un peu délicate?
Eh bien, je pense qu'ils sont un peu inquiets de voir l'isolement d'une certaine manière de Poutine. Donc il y a une proximité avec Poutine parce qu'ils sont ensemble sur les sanctions. Nous avons fabriqué cette proximité. Kissinger disait ne mettez jamais dans le même pot les intérêts de la Russie et les intérêts de la Chine. Et c'est ce que nous avons fait avec les sanctions. Nous avons mis les intérêts de la Chine et de la Russie ensemble. Et donc ça c'était un poids considérable. Surtout que maintenant, l'Inde soutient la Russie. Donc on a quand même là un potentiel démographique très très fort qui peut se rassembler. Je pense que pour le moment, la Chine est inquiète quand même de la dérive nucléaire possible de cette guerre. Et donc là, la Chine fait preuve de prudence parce qu'elle craint le déséquilibre du monde. La Chine est globalement pour la stabilité. La une de 20 minutes. La une de 20 minutes, c'est une enquête d'opinion qu'on a fait avec notre panel de lecteurs qui sont âgés de 18 à 30 ans sur la question de la fin de vie. Et il se trouve que 83% de nos lecteurs âgés de 18 à 30 ans sont favorables au suicide assisté. Alors que s'ouvre la Convention ce week-end. La une de 20 minutes. Merci Armelle Le Goff. Vous dirigez la rédaction de 20 minutes. Dans un instant, nous serons en duplex et en direct de Nice avec Denis Caro. Merci Armelle Le Goff. Merci. Voilà, Jean-Pierre Raffarin est notre invité, l'ancien Premier ministre. Dans un instant, nous allons avoir Denis Caro, qui est en duplex et en direct de son magnifique studio, le studio de Nice Matin à Nice. Bonjour, Denis Caro. Bonjour. Avec vous, nous allons traiter du problème de l'immigration. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Un débat sans vote a été organisé mardi à l'Assemblée au sujet du projet de loi immigration. Sur ce sujet, on le voit, le gouvernement est sur une ligne très en même temps entre humanité et fermeté. Est-ce que c'est la bonne ligne ? Je le crois. Il faut chercher un peu de cohérence. Vous savez, quand on regarde un peu la situation de l'emploi dans notre pays, on voit qu'il y a un grand nombre d'emplois qui sont refusés par les Français. On voit que jamais on a eu autant d'offres d'emplois non satisfaites. On voit des secteurs entiers, non seulement le bâtiment et l'alimentation, mais on voit qu'on manque d'enseignants, qu'on manque d'ingénieurs, qu'on manque d'un grand nombre de professions. Donc il y a visiblement une révision de la conception du travail dans notre pays, le travail le week-end, le travail la nuit, le travail pénible, etc. Donc on a des offres d'emploi qui sont aujourd'hui pas satisfaites, et en même temps on est un pays qui est plutôt contre l'immigration. Donc il y a quand même des ambiguïtés là qu'il faudra surmonter. Et donc je pense que l'idée quand même de tenir compte de la disponibilité, de l'intégration par l'emploi, c'est quelque chose qui nous permet d'ouvrir sous maîtrise les portes de l'immigration. Denis Caro, nous revenons à vous dans un instant. Tout de suite, Ahmed Tagzda, qui est journaliste à l'Écho républicain. C'est le groupe Centre France La Montagne, qui est évidemment partenaire de cette émission. Son groupe a une question à vous poser. Il est à Chartres, depuis Chartres. Et revoilà le quoi qu'il en coûte. On l'écoute. Monsieur le Premier ministre, les Français sont confrontés à une forte poussée inflationniste, surtout sur les produits de première nécessité. À l'aube de 2023, c'est aussi la fin des boucliers tarifaires sur les énergies. Pensez-vous qu'en matière d'aide ciblée aux entreprises, les mesures du gouvernement vont dans le bon sens? Ne faut-il pas repartir sur un quoi qu'il en coûte, à l'image de l'Allemagne qui consacre 200 milliards d'euros pour son économie pour l'année prochaine? Bon, je ne pense pas qu'il faille repartir à l'excès dans le quoi qu'il en coûte. Nous avons des problèmes budgétaires. Vous parlez d'inflation des Français face aux Français, mais l'inflation, c'est un problème aujourd'hui d'abord européen et ensuite mondial. Et donc, on voit bien que d'une certaine manière, on a mieux résisté pour le moment que d'autres, mais nous sommes dans une situation qui est une situation internationale. Donc, voyons bien la problématique. Pour moi, je pense qu'il nous faut être de plus en plus raisonnable sur le plan budgétaire. Le quoi qu'il en coûte, il faut pouvoir le maîtriser, parce que ne soyons pas naïfs. Comment se finance aujourd'hui le quoi qu'il en coûte? Il se finance en grande partie par l'inflation. La dette a toujours été en grande partie financée par l'inflation. Donc quand on fait de la dette d'un côté, on fera de l'inflation de l'autre. Et donc si on veut maîtriser l'inflation, il faut aussi maîtriser la dette. Et donc de ce point de vue-là, je crois qu'il faut faire des actions très ciblées. Et il faut aider, parce que la cohésion sociale d'un pays, c'est quelque chose qui est prioritaire en période de crise. Donc soyons très vigilants, mais à ce moment-là, il faut agir vraiment sur des cibles très fragiles et des cibles qui doivent être étroites. Quand on donne un chèque à 10 millions de personnes, c'est quasiment une politique globale. Denis Caro, depuis Nice, directeur des rédactions du groupe Nice Matin.
Emmanuel Macron a indiqué qu'il souhaitait intégrer des étrangers dans les zones rurales pour les repeupler. C'est une idée, Jean-Pierre Raffarin, que vous avez vous-même défendue en 2015. Est-ce que ça peut marcher ? C'est très difficile. C'est très difficile. J'ai vu les réactions très violentes. J'ai vu des exemples où il est plus facile d'intégrer une ou deux familles quand il n'y a pas une concentration d'immigration, mais qu'ils sont vraiment intégrés. Dans un village, on a beaucoup d'exemples de petits villages où il y a eu des intégrations parfaitement réussies. Mais je vois bien qu'aujourd'hui, la question est une question de masse et on ne peut plus faire ce qu'on a fait pendant un certain temps, qui était une sorte de dentelle sociale qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Mais il n'empêche que nous avons un vrai problème aujourd'hui sur les offres d'emploi non satisfaites. Et un des problèmes de la France, c'est le nombre d'heures travaillées. Et là, aujourd'hui, on va avoir un nombre d'heures travaillées au total qui sera insuffisant. Donc, il nous faut, pour un certain nombre de métiers en tension, il nous faut ouvrir, d'une certaine manière, les portes de l'emploi. C'est quand même très important. Et je dirais vraiment qu'en matière d'immigration, moi, je fais partie du camp des humanistes. Et pour moi, ce qui est très important, c'est l'intégration. Je ne suis pas hostile à l'immigré par définition. Je suis vraiment chagrin quand je vois l'immigré qui ne s'insère pas, qui quelquefois vient contester notre système, qui remet en cause notre société. Mais celui qui vient travailler, celui qui apporte sa contribution au pays, celui qui adhère à une philosophie qui est la nôtre, la philosophie de la République, à ce moment-là, il n'y a pas problème pour faire en sorte que ces gens participent au travail national. Denis Caro. Sur un autre sujet, à partir de demain, une convention citoyenne avec 150 citoyens tirés au sort se réunit pour réfléchir au sujet de la fin de vie. Est-ce que Emmanuel Macron a raison d'ouvrir ce débat ? Je pense que ce sont des sujets très difficiles. Je pense qu'il faudrait d'abord traiter ces questions-là avec la démocratie représentative. Je pense que cette démocratie spontanée, par des gens tirés au sort, elle est utile, mais elle devrait s'exprimer, je pense, dans la protestation, dans la contestation, quelquefois même dans l'approbation. Mais par exemple, je pense que ce serait bien d'avoir des assemblées de cette nature où les ministres viennent s'expliquer, viennent répondre à des questions. Mais il y a des sujets qui sont des sujets qui demandent de la technicité, qui demandent un travail, qui demandent de la consultation, de la concertation. Et ne faisons pas croire que comme ça, d'un seul coup, on va trouver sur des sujets d'une complexité incroyable. Quand vous voyez les sommes d'écrits qu'il y a sur le sujet, le rôle des religions dans cette affaire, un certain nombre de sujets qui sont d'une grande complexité, ce qui était le cas de l'environnement. Je ne suis pas pour que, pour ces sujets de grande complexité, on court-circuite la démocratie représentative. Autant je pense que pour ce qui est du contact politique, de l'expression politique, moi je verrais bien des questions au gouvernement posées par des citoyens. Un ministre doit pouvoir expliquer sa politique aux citoyens. Donc la protestation, l'interrogation, tout ça, ça me paraît être bien dans la démocratie spontanée. Gilets jaunes à l'Assemblée nationale ? Non, mais pas forcément à l'Assemblée, dans des assemblées comme celles qui sont désignées par les citoyens. Je pense que là où il y a l'expression d'une émotion, on peut avoir des débats. Il faut que l'émotion s'exprime. Vous voulez qu'il y ait des soupapes pour éviter que ça se termine dans la rue ? Je pense qu'il faut que l'émotion s'exprime. Mais il ne faut pas faire croire qu'on va traiter des problèmes de grande complexité par l'émotion. La démocratie représentative, avec des gens qui travaillent, avec la préparation des dossiers, avec un effort de longue haleine, de travail de moyen terme, il ne faut pas croire que ça se fera de manière spontanée. Dernière question, Denis Caro, depuis Nice, en direct. Sur le fond du sujet, Armelle Le Goff évoquait tout à l'heure l'enquête de 20 minutes, avec un résultat assez spectaculaire, 83% des 18-25 ans qui sont favorables au suicide assisté. Est-ce que c'est un résultat qui vous surprend ? Ça ne me surprend pas parce que le sujet est un sujet complexe et au fond, qui peut être favorable à l'idée qu'on va mourir dans la douleur et dans des situations humiliantes. Donc je comprends bien que tout le monde voudrait mourir heureux. Donc je ne suis pas très surpris de ce type de résultat, mais le sujet est beaucoup plus complexe que ça. Et donc je pense que la loi Leonetti et Claes, c'était une loi qui allait dans la bonne direction. Peut-être qu'il faut la réviser, mais c'est à partir de ce texte-là qu'il faut réfléchir à la donne nouvelle, mais il ne faut pas chercher à régler ce type de problème par sondage. Avec la une de Nice Matin, Denis Caro, aujourd'hui, qu'on voit à l'antenne. La une de Nice Matin, les grands gagnants de la Coupe du Monde au Qatar, ce sont les paris sportifs, et c'est le fait du jour de Nice Matin et Var Matin. Voilà, Jean-Pierre Raffarin, qui est un commentateur émérite de football, on vous a entendu récemment. Je trouve que... Passionne.
Je trouve que le spectacle est extraordinaire. Souvent, les matchs sont décevants. Là, dans cette Coupe du Monde, je trouve que les joueurs ont fait un effort considérable et offrent un spectacle qui mobilise. Et la polémique sur le Qatar, elle a disparu. Et à vos yeux? Je pense qu'elle est en train de disparaître, oui. Je pense que le sport est en train de l'emporter et la passion sportive s'impose. Juste une question, je reviens sur l'immigration avant que nous allions sur les questions internationales. Vous êtes un giscardien revendiqué, vous avez été donc très proche de Valéry Giscard d'Estaing. C'était une erreur, le regroupement familial? Une grave erreur? Je pense que ça n'a pas été maîtrisé. Donc, je pense que sur beaucoup de ces sujets, par exemple, quand on cherche... C'est le président Giscard d'Estaing qui l'avait mis en place. Oui, mais je pense que l'idée était juste, mais le problème, c'est que ça n'a pas été maîtrisé, que ça a été une occasion d'avoir des évolutions de masse, alors que c'était fait pour, là aussi, être très ponctuel et pour aider des familles. Donc, je pense que notre dispositif fait qu'on a eu du mal à maîtriser l'immigration, qu'on la maîtrise toujours mal, on n'arrive pas à expulser vraiment. Et donc là, c'est plus un problème de savoir-faire, de moyens mis au service d'une politique d'immigration, plutôt qu'une question morale. La morale, c'était qu'il fallait être ouvert, mais il faut pouvoir maîtriser les choses. Et aujourd'hui, visiblement, on ne les maîtrise pas. Nice secondes, Denis Caro, je crois que vous aviez une dernière question pour Jean-Pierre Raffarin, depuis Nice. Emmanuel Macron a indiqué qu'il irait au Qatar pour les phases finales si la France se qualifie samedi. Il a raison? Il a raison. Il faut soutenir la France. Il faut essayer qu'on gagne cette affaire. D'abord le foot et ensuite le rugby. Et donc, il faut quand même avoir des raisons de regarder la vie avec des satisfactions, avec des joies et une émotion populaire. L'émotion populaire, ça compte dans la politique, ça compte dans la démocratie. Et moi, je suis pour que nous versions tous notre larme pour saluer la victoire des Français. Merci Denis Caro. Depuis Nice, à très vite en Face au territoire. Dans un instant, Demet Korkmaz qui nous a rejoint sur ce plateau pour les questions internationales. Justement, soutenir la France. Est-ce que Emmanuel Macron soutient suffisamment la France lorsqu'il commet des gaffes? Quand il dit, par exemple, qu'il faut donner des garanties de sécurité à la Russie, ça a été très mal perçu par nos voisins européens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une gaffe? Je ne pense pas que ça soit une gaffe. Très franchement, j'ai entendu... C'est pas une raffarinade? Non, c'est très sérieux, les raffarinades, c'est de la communication par l'humour. Là, on est dans la gravité terrible, dans la tragédie. Matteo Renzi disait que sur le plan international, il y avait que Macron. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai leader international. Mais vous trouvez qu'il a quand même essuyé pas mal d'échecs, pardonnez-moi, mais au Liban, il a été accueilli en héros, il ne s'est rien passé. Au Maghreb, les relations sont tendues. Au Mali, en Afrique, n'en parlons pas. Il est parti aux États-Unis en espérant arracher des petites choses. Il est rentré bredouille. Et sur la question ukrainienne, il est relativement inaudible. Écoutez, je pense qu'il est un des rares qui peut parler avec tout le monde. C'était la ligne du général de Gaulle. Il parle avec Xi Jinping. La Chine est un pays très important avec lequel il faut parler. Les États-Unis, c'est un pays très important. Nous, on ne veut pas choisir entre la Chine et les États-Unis. On veut être l'Europe au milieu, qui est respectée par l'un et par l'autre. Et donc, il se bat sur ce combat-là. Et en fait, il est aujourd'hui celui qui parle avec tout le monde, celui qui est reçu de manière positive par les uns et par les autres. Il doit aller en Chine bientôt. Il est en contact toujours avec Poutine parce qu'il travaille pour la paix. Donc je pense que la grande diplomatie aujourd'hui, c'est parler avec tout le monde. Et ça, c'est une certaine réussite. Alors évidemment, mais les sujets sont tellement aujourd'hui et désorganisés et désordonnés et donc très difficiles qu'il est clair que personne ne règle l'affaire du Liban. Même les Libanais n'arrivent pas à l'atteindre. Il a simplement mis de la bonne volonté. Les Américains ont quand même réussi à les faire émerger un accord entre le Liban et Israël, et ça n'était pas une petite victoire. Mais revenons à la Chine. Vous disiez tout à l'heure, et j'ai trouvé cette phrase très importante, que la France devait nouer un partenariat avec la Chine sur l'Indo-Pacifique. Est-ce que... C'est pas tout à fait ce que j'ai dit, non? Pardonnez-moi, je vous ai peut-être mal entendu. Je pense qu'il faut qu'il y ait un triangle, une action multilatérale, pas la France, d'abord je dis l'Europe, mais multilatérale, c'est-à-dire qu'on ait un travail avec la Chine, avec l'Europe et avec les grands continents sur lesquels on va développer, notamment l'Afrique. Sur ce partenariat Europe-Chine, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de se détourner et de tourner le dos aux États-Unis? Est-ce que les Européens ont les moyens?
jouer sur, pardonnez-moi, juste d'être amis avec les uns et avec les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation permet d'avoir cette ligne-là? Nous voyons bien que les Américains défendent leur intérêt et ne défendent que leur intérêt. Nous voyons bien que les Chinois défendent leur intérêt et que tous les deux sont en compétition. Nous, on ne peut pas être exclusivement dans un camp, exclusivement dans l'autre. Il est clairement que nous avons des partenariats de fraternité historique, politique avec les États-Unis. Donc moi, mon orientation, c'est qu'il faut qu'on ait un dossier stratégique avec les États-Unis et un dossier stratégique avec l'Asie et notamment avec la Chine, de manière à ce que l'Europe puisse être équilibrée entre les deux. Avec les États-Unis, notre dossier principal, c'est de sauver la démocratie. Les démocraties sont aujourd'hui très fragiles, elles sont souvent impuissantes. Nous avons la démocratie en commun. Les Américains nous donnent une belle leçon avec leurs élections. Ils ont des difficultés, mais avec les élections, quand ça ne va pas, ils vont voter. Nous, quand ça ne va pas, on s'abstient. La démocratie, il faut la défendre. Et il faut la défendre et chez nous, mais aussi en Asie, aussi au Japon, aussi en Corée du Sud, aussi en Israël. Donc que les démocraties s'organisent avec les États-Unis. Ça, c'est notre dossier avec les États-Unis. C'est le dossier de la fraternité politique. Et je pense qu'avec la Chine, ce qu'il nous faut défendre, c'est justement le partage de croissance avec les pays émergents, c'est-à-dire avec l'Indo-Pacifique, avec, on parlait tout à l'heure de la Caraïbe, et avec, naturellement, l'Afrique. On voit bien que l'Europe ne sera pas heureuse si l'Afrique est malheureuse. Et donc, il faut participer au développement de l'Afrique. Nous n'avons pas les moyens, nous, la France, et l'Europe, à nous seuls, de développer l'Afrique. Voilà. Et donc, il faut le faire, et c'est un très gros travail. Mais vous voyez, je pense que la vision gaulliste moderne aujourd'hui, c'est de se dire, notre indépendance, elle nous oblige à travailler avec les États-Unis et à ne pas abandonner notre fraternité politique, mais à travailler aussi avec l'Asie montante. La COP15 à Montréal a démarré. C'est la biodiversité qui est en cause. Jusqu'au bout, vous avez visité Jacques Chirac. On regarde quelques images de Jacques Chirac avec vous. Tu es beau comme un as. N'est-ce pas? Je me suis soigné ce matin, j'ai eu ma cravate, les jours de fête. Je suis en pleine campagne électorale, ça vous a pas échappé, ça? Non, ça c'est ce qu'on m'a dit. Oui, c'est ce qu'on vous a dit, voilà. Et je fais toutes les mairies aujourd'hui, du département de la Vienne. Oui, de la Vienne. Parce que c'est là où je suis élu, et que je voudrais à nouveau être élu. Voilà, Jacques Chirac un peu diminué qui vous recevez. C'est les dernières images filmées de Jacques Chirac qui existaient. J'avais le plaisir de les faire avec vous à ce moment-là. Il reste quelque chose de Jacques Chirac? Bien sûr. Cette planète qui brûle au moment où on regarde ailleurs. Il reste deux choses. Politiquement, le respect. Le respect qu'il fait. Il avait du respect pour les États-Unis, il avait du respect pour la Chine, il avait du respect. Le respect. Et ça doit être la marque de la France. Et puis il reste une deuxième chose, c'est cette planétisation des consciences. Quand on a commencé la politique, lui comme moi, la planète n'était pas un objet politique. Maintenant, la planète est un objet politique. Tous les jeunes du monde entier sont d'accord pour protéger la planète, pour protéger l'humanité. Donc c'est aussi un message fort de Chirac. Merci Demet Korkmaz. Merci Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, d'avoir été l'invité de Face au Territoire. Les programmes continuent sur cette chaîne. Et bonne journée à tous. Merci Jean-Pierre Raffarin.